Bienvenue à Question Directe, bienvenue à vous tous. Nous sommes avec Mazid Ndiaye, qui est le président de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. Monsieur Mazid Ndiaye, récemment vous vous êtes réunis. Pourquoi la mise en place de cette plateforme? Cette fois-ci, on a décidé de démarrer à temps et de commencer à suivre le processus électoral pendant que les débats pour mettre en place le processus ont déjà commencé. Tout le monde parle de référendum, tout le monde parle de présidentiel à l'heure qu'il est. Il vaut mieux commencer à suivre le mouvement ou les tendances pour pouvoir arbitrer ou participer de manière neutre aux élections. Il y a 7 organisations de la société civile qui sont réunies. Oui. Vous êtes en place pour discuter justement des élections. Mais les Sénégalais pensaient que depuis 2000, que cette question des élections a été réglée. Qu'on devait aller aux élections de façon la plus naturelle du monde. C'est vrai, on a fait beaucoup de progrès depuis 1992 avec le code électoral consensuel et puis 2000 avec Mais 2000, tout le débat était autour de 2 points. Et quand la société civile est venue s'en mêler, on est allé voir le FRTE et on leur a demandé qu'est-ce qu'il faut pour que vous acceptiez le résultat. Ils ont dit le fichier électoral et les cartes d'électeurs. On est allé voir avec eux le ministre de l'Intérieur, nous seuls d'abord, la société civile, voir le ministre de l'Intérieur pour lui demander de permettre à l'opposition de vérifier avec la société civile et le régime en place et l'administration le fichier électoral. Et on l'a fait comme ça. Ça a fait que le fichier qu'on soupçonnait de contenir des millions de personnes fictives n'avait que, d'après toutes les sortes de vérifications qu'on a pu faire, parce que les fichiers, les gens sont sur 7 critères. Nom, prénom, date de naissance, adresse, nom du père, de la mère, enfin prénom du père, nom et prénom de la mère, voilà les 7 critères. Et on a utilisé un système très simple. Tout ce qui avait 6 choses identiques, on les met de côté. Et après, on vérifie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des Soda Ndiaye et Mariam Ndiaye. Bon, on pense que c'est la même chose puisque c'est même père, même nom, même date de naissance, même village, même adresse. Donc c'est la même personne. Donc on a sorti toutes les personnes qui étaient dans ce même style. Et on s'est rendu compte que sur 2 500 000 électeurs dans le fichier, il n'y avait que 2 400 suspectés d'être doublons. Donc ça a désamorcé un peu la suspicion. Et ça a permis de passer les élections tranquillement et personne n'a eu à contester quoi que ce soit. En 2007, c'est l'opposition qui a voulu elle-même contrôler les élections. Et malheureusement pour elle, elle a envoyé dans ce travail des jeunes, souvent pas très matures politiquement et incapables de créer le consensus parce que toujours à cran face au pouvoir qui avait envoyé des vétérans qui disaient non, je ne suis pas d'accord, point final, n'expliquait pas et refusait. Et puis l'autre s'énervait et hurlait, mais voilà, on a perdu du temps jusqu'au dernier moment. Alors, résultat final, on était finalement d'accord sur presque tout. Et au moment où on était en train de lire, parce que nous, société civile, on était venus seulement comme conseillers. Et au moment de lire le consensus, aux 2 derniers paragraphes, une partie des jeunes de l'opposition s'est levée et a dit non, on ne va pas nous faire signer n'importe quoi, et ils sont partis. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis lors on fait quand même les vérifications? Parce qu'il s'est instauré la revue du code électoral. Chaque élection, on appelle tout le monde et on demande qu'est-ce qu'il faut changer dans le code électoral. Si vous avez une idée, vous devez convaincre les autres. En 2011, c'est moi-même qui avais présidé la revue. Donc, j'ai dit, celui qui a une idée, c'est à lui de convaincre les autres. S'il n'arrive pas à convaincre, il reviendra l'année suivante ou une autre fois. Mais on ne peut pas rester indéfiniment sur un même sujet pour quelqu'un qui ne peut pas convaincre. Donc, on a accepté ça comme premier consensus. Donc, la Sénat aussi a proposé des réformes, le gouvernement a proposé des réformes et on est arrivé à un nouveau code électoral. Et chaque élection, la prochaine fois aussi, il y en aura. On fera la même chose. Mais l'atmosphère a changé.
Avant, c'était suspicion presque violente et invectives très graves, insultes. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les gens savent que si tu accuses, tu dois démontrer. Et démontrer, c'est avec quoi? Avec le fichier électoral. C'est précis, les choses sont bien mesurées et vous n'y pouvez pas inventer quelque chose. Et aussi, je pense que un des atouts majeurs que nous avons, c'est que nous avons une administration de haut niveau. Les gens qui sont dans l'administration, depuis 2000, nous les observons et ils sont très rigoureux. Et vous ne pouvez pas leur faire quelque chose qui n'est pas dans les règles. Donc, ça rassure un peu tout le monde. Avant, on pensait que si le président ou le ministre dit à n'importe quel fonctionnaire « tu me fais ça, ajoute des cartes, élimine des cartes », il va le faire. Maintenant, on est certain qu'il ne va pas le faire. Donc, ça rassure aussi tout le monde. Mais il n'empêche qu'il y a des bruits qui courent et qui font que les gens se surveillent quand même. Et c'est toujours nécessaire pour maintenir le climat de confiance que les gens se surveillent réellement. Mais aujourd'hui, sur quoi l'opposition et le pouvoir sont d'accord? Sur quoi? Normalement, ils sont d'accord sur tout, sauf sur le ministre de l'Intérieur. Parce que du point de vue légal, le ministre de l'Intérieur, c'est le chef de l'exécutif qui le nomme. Et légalement aussi, jusqu'à maintenant, c'est lui qui nomme celui qui est chargé des élections. Et Abdou Diouf avait accepté de nommer des militaires pour ça. Abdoulaye Wade a nommé un ministre des élections qui sortait de fonctionnaire, donc un ancien directeur des élections. Donc tout ça, c'était des gestes d'apaisement qui avaient été faits à l'époque. Aujourd'hui, on repose le même problème. Je dis, c'est un problème entre les politiques. Ils n'ont qu'à continuer leur débat et trouver un consensus sur qu'est-ce qu'il faut faire. Si Macky veut bien écouter le consensus, ils le feront. S'il n'écoute pas, et c'est son droit aussi, et la loi lui permet de faire ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, des questions reviennent de façon récurrente dans le débat politique. C'est le référendum. Les gens ne savent pas à quel moment il doit se faire. Dans une interview, le président avait parlé de mai 2016. Son conseiller aux affaires juridiques, Ismaël Madior, a parlé aussi du mois de mai. Mais toujours est-il que beaucoup ne croient pas, pensent qu'il y a un débat clair-obscur, que les choses ne sont pas très claires. Bon, je pense que c'est de la politique, et de la politique politicienne. C'est le droit de celui qui s'oppose au pouvoir de faire tout ce qu'il peut pour le déstabiliser et lui faire des erreurs de quelque nature que ce soit pour pouvoir utiliser ça contre lui. Mais si vous êtes un politique, vous êtes au pouvoir, vous posez vous-même vos jalons. Vous ne pouvez pas décider, parce que Macky Sall a dit « je réduis mon mandat ». S'il décide de ne pas le faire, il a l'expérience de Wade qui a wax waxet, d'accord? Donc il en tirera les leçons lui-même. Et il sait que le peuple sénégalais est très politisé. Une chose comme ça, c'est trop grave. Rien ne l'oblige à faire du wax waxet, sauf si il est sûr qu'il va perdre les élections. D'accord? Mais rien ne permet de penser qu'il est sûr qu'il va perdre les élections. Et si c'était le cas, il décidera le moment opportun, si je suis à sa place en tout cas, je déciderai une date qui ne me dérange pas, qui me dérangera le moins. Et ça, c'est tactique, c'est normal. Chacun évite de se créer des problèmes. Maintenant, il a répété plusieurs fois, je vais le faire, mais ne m'obligez pas à choisir une date parce que je le choisirai moi-même. Voilà, ça c'est pas plus clair. Il l'a dit il y a déjà 1 an et quelques, quand il revenait de la Mecque. Donc, il répète les mêmes choses et il a un conseiller juridique qui est constitutionnaliste, qui en sait autant que les autres. Et on essaye de transformer le problème en problème technique. Et ce n'est pas un problème technique parce que il peut décider à tout moment tant qu'il ne reculera pas les élections présidentielles. Mais ce qui un peu intrigue beaucoup de Sénégalais, c'est que dans son propre parti, certains le poussent à ne pas aller en référendum, à dire oui, il faut faire les 7 ans, parce que vous avez été élu sur une constitution
de 7 ans. Et que le Conseil constitutionnel au Sénégal, on sait souvent, ces déclarations d'incompétence par rapport à certaines questions qui lui sont posées. Oui. Ça, c'est normal. Dans un parti qui est au pouvoir, certains ont peur de perdre le pouvoir. Et ils voudraient le garder au moins 7 ans. Je suppose que c'est une des motivations. D'autres pensent que c'est un risque trop grave de réduire le mandat parce que le plan à réaliser dépassera les 10 ans. Donc, chacun défend son point de vue, mais tôt ou tard, le parti aura une majorité qui aura ou un consensus sur ce qu'il faut faire. Et ce jour-là, tout le monde le saura. Et Macky ne pourra pas se cacher derrière le fait que son parti a dit non à 7 ans pour dire donc je ne peux pas. Il n'a pas dit que je vais attendre ce que le parti veut. Il a dit c'est référendum. En principe, il n'a pas besoin de référendum, mais s'il choisit le référendum, pour moi, c'est parce que le référendum ne sera pas 5 ans ou 7 ans. Il y aura certainement d'autres choses. Mais justement, c'est la question que beaucoup se posent, ce référendum, est-ce qu'il doit seulement être axé sur la réduction des mandats, ou bien est-ce que c'est un package qui doit être proposé aux Sénégalais par rapport aux conclusions de la CNRI, qui avait proposé ce nombre de réformes constitutionnelles et institutionnelles? Je pense que ce serait un gâchis énorme de poser la question à la population dans un référendum 5 ans ou 7 ans. Ça, c'est du gâchis. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il a décidé de le faire, je suppose qu'il y a d'autres questions qui vont être longues à mettre dans un questionnaire, à répondre par oui ou par non. Donc, probablement, c'est un ensemble de changements de constitution qui va être proposé. Je le crois, logique, mais je n'ai aucune preuve de ça. Bien sûr, j'ai parlé avec les uns et les autres, mais je suppose que Macky Sall et Ismaïla Madior savent très bien que c'est trop coûteux de mettre beaucoup de milliards sur la question 5 ans ou 7 ans. D'autant plus qu'on sait que si c'est posé à la population, 90% va dire oui, c'est 5 ans. Oui, mais est-ce que la question de 5 ans ou 7 ans ne risque pas d'occulter les autres questions posées au cours de ces référendums, parce que peut-être les Sénégalais qui n'ont pas les explications des autres articles ne puissent pas comprendre? Oui, mais qui pose tous ces problèmes? C'est l'extérieur de Macky Sall qui pose les autres problèmes, c'est-à-dire 5 ou 7, et qui insiste, et qui revient. Il va le faire, il ne va pas le faire. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors que la question aurait été de savoir qu'est-ce qu'il y a avec la question du mandat. Qu'est-ce qui sera dans le questionnaire du référendum? Qu'est-ce qu'on va changer dans la Constitution? Parce que, comme a dit quelqu'un dans le Soleil d'hier, je crois, ou dans un journal d'hier, s'il veut changer seulement 5 ou 7, l'Assemblée suffit. Parce que c'est l'Assemblée qui avait changé 5 à 7. Donc l'Assemblée peut ramener 7 à 5. Oui, mais certains juristes disent justement que l'Assemblée qui avait 5 à 7 était une réforme illégale. Oui. Si on repasse par l'Assemblée nationale, on ajoute l'illégalité à l'illégalité. Donc oui. Un référendum pour changer le mandat. L'illégalité, disait celui qui a écrit l'article d'aujourd'hui. Il dit il y a l'instauration et réinstauration. Réinstauration, c'est remettre la loi dans l'ordre. C'est-à-dire le 5 ans, 7 ans, c'est lui qui est illégal. Le 5 ans, c'est ce qu'il y avait dans la Constitution. Donc restaurer la Constitution, c'est restaurer l'article 27, tel que c'était dans la Constitution. Et pour ça, il dit, l'Assemblée qui avait fait la faute peut réparer en restaurant. Donc ça, c'est un autre débat. Mais je me dis, effectivement, s'il n'y avait que ça à changer, 5 ou 7, on n'a pas besoin de référendum. Mais je me dis bien qu'il y aura d'autres choses à changer. Oui. Au-delà de ces questions bien précises, on constate que le débat sur le plan politique au Sénégal, il n'est pas fait sur les programmes, sur les choses qui sont proposées aussi bien par l'opposition. On est dans un débat d'invectives, d'insultes. Les gens se demandent, est-ce que le Sénégal n'a pas beaucoup perdu sur ce plan-là? Oui, je pense que même des deux côtés, il y a une dégradation du niveau de débat. Et cette dégradation conduit rapidement vers des propos violents et du djambarisme. Chacun veut montrer qu'il ose affronter et dire des choses
qui sont à la limite du légal. Et après, s'étonnent qu'on les arrête. Okay? Et je pense qu'on doit revenir au travail intellectuel qui consiste à dire, voilà, il a dit qu'il fait Sénégal émergent, voilà un plan, voilà les choses qui sont fausses dans ce plan, voilà les choses qui ne marcheront pas, voilà les choses qui pourraient marcher. Et maintenant suivre, quand il dérape par rapport à son plan, on lui dit vous avez dit ça et vous êtes en train de passer à côté. Donc à ce moment-là, il y a une critique constructive et qui n'est pas nécessairement calme, douce, quoi que ce soit, mais qui peut être ferme sur les choses. Vous nous avez fait adopter, vous vous êtes fait élire sur la base d'un programme. Vous n'avez pas le droit de jeter ce programme comme ça quand vous voulez et faire autre chose que le programme. Ça, c'est un débat. Vous avez fait l'acte 3 de la décentralisation. Il y a sur tel et tel point, ça n'est pas praticable. On se rend compte que les mairies et autres ne fonctionnent pas, n'ont pas les moyens. Il faut réformer, faire des propositions. Mais pour ça, il faut lire les documents. Et de plus en plus, les politiques n'ont pas le temps. Ils sont tout le temps sur la brèche, en action et ils réagissent souvent sur des rumeurs. Et que ça soit des deux camps, hein, je dis Absolument, bien sûr. Et ils réagissent sur des rumeurs, ne vont pas prendre le temps d'aller regarder les choses dans le fond, parce que chaque parti devait avoir une équipe d'intellectuels qui prend les choses, qui l'étudie, qui donne un rapport à la direction pour que la direction se prononce et les militants derrière. Mais est-ce que cela est dû aujourd'hui? C'est parce qu'il n'y a plus de formation dans les partis politiques, il n'y a plus d'école de formation. Yeah. Parce qu'avant, on sentait que quand même il y a des intellectuels de haut niveau qui étaient dans les partis, il y a des écoles de formation, les gens comprennent les lignes. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a du bétail, qu'on amène. Aujourd'hui, le problème de ligne se pose parce que l'intérêt de la ligne ne semble pas évident pour beaucoup de gens. Les 250 partis dans un petit pays comme le nôtre, il est évident qu'une bonne partie de ces partis existe pour pouvoir faire de la politique politicienne, taper sur la table pour qu'on vous voie et peut-être négocier quelque chose. C'est de plus en plus évident. Donc, pour faire ce genre de choses, on n'a besoin d'aucune formation. Être un bon manœuvrier, c'est tout ce que ça demande. Alors, conséquence, les gens ne lisent pas. Et quand vous sortez un document, ils ne lisent pas. On a sorti par exemple ce document-là, qui donne toutes les élections, toutes les dates, tous les acteurs. Et aussi l'organisation d'élections, l'exemple voilà. Du Sénégal. Toutes les dates, tous les acteurs et tous les moments où des décisions doivent être prises, ainsi que celui qui doit les prendre, le droit des autres, tout est dedans. Mais ce n'est pas lu, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On avait fait un autre livre sur le financement des partis politiques, avec les exemples de tous les pays et des propositions sur des méthodes. Et un autre professeur avait fait avant nous. Mais personne. Oui. Voilà. Les gens ne lisent plus. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'absence de dialogue entre pouvoir et opposition depuis 2000? Parce qu'on voit que les positions sont souvent cristallisées, qu'il n'y a pas de dialogue, le pouvoir ne parle pas à l'opposition ne parle pas au pouvoir, mais plus la responsabilité du pouvoir est engagée parce que c'est à lui d'aller, de tendre la main à l'opposition pour discuter des questions essentielles. Oui, mais je pense que vous avez raison. Le pouvoir a plus de facilité à rassembler dans une discussion l'opposition et le régime en place. Il n'a pas l'air de vouloir le faire. Mais il faut voir aussi que même dans le camp du pouvoir, il y a un manque de dialogue. Certains dans le pouvoir se sentent un peu écartés des décisions. Il se trouve que le parti du président lui-même contient des gens qui sont à la surveillance des postes qu'on ne doit pas donner à quelqu'un d'autre qu'à eux. Conséquence, tout le monde est figé et les gens se regardent en chien de faïence et tout le monde surveille tout le monde. Et avec ça, le dialogue politique est bloqué. Alors que c'est tellement facile de le rétablir. Les Sénégalais, même quand ils sont contre vous, ils peuvent vous parler, ils peuvent bavarder, ils peuvent même rigoler avec vous. Mais si vous créez une ambiance crispée dans laquelle tout le monde croit que moindre petit
ils ont des problèmes où ils n'osent plus vous prendre comme un ami avec lequel il n'est pas d'accord politiquement, ça devient difficile. Est-ce que ce n'est pas la traque dite ou bien mal acquis qui a créé cette atmosphère-là où certains pensent qu'aujourd'hui, parce qu'ils avaient eu à gérer de l'argent, qu'ils ne veulent pas rendre compte, et qu'on les prend, qu'on les met en prison parce qu'ils n'ont pas fait de la reddition des comptes? Ça a joué certainement dans l'atmosphère, c'est certain. Ça a joué dans l'atmosphère de deux façons. Les gens sont comme ça, à cran, et attendent de se battre. Et d'autres sont en train de trouver une formule pour esquiver. Certains l'ont d'ailleurs trouvé. D'accord? Passer par les mailles. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a qui ont réussi à passer par les mailles. Et apparemment, ce n'est pas demain la veille qu'on va les juger. Voilà. D'autres maintenant sont dans l'expectative. Ils ont peur d'être victimes de quoi que ce soit. Et cette atmosphère générale fait que si quelqu'un dit du bien du gouvernement, on considère que c'est peut-être pour échapper à des choses. Si quelqu'un reste... j'aime bien l'ancien ministre là, qui était ministre de la décentralisation, un grand là. Lui, il a créé son parti, il est sorti du PDS, il a créé son parti, mais il dit ce qui est correct d'un côté ou de l'autre. Mais il ne réclame rien, il ne demande rien à personne. C'est de toute évidence quelqu'un d'indépendant et qui n'a pas peur des investigations de la CREI parce que visiblement il est clean. Donc ce genre d'attitude, c'est ça qui manque aussi du côté de l'opposition. Mais dans tout ça, où sont les Sénégalais? Est-ce qu'on pense à eux? On pense à s'occuper des questions de santé, des questions d'éducation, des questions de formation, des questions de leur vie de tous les jours? Oui, mais il faut quand même reconnaître que des choses sont faites. Les universités sont en train d'être construites. Les écoles, il y en a beaucoup qui sont en train d'être construites. Les impôts sur les salaires ont permis aux gens d'avoir entre 30 et 50 000 francs de supplément de salaire selon le niveau de cadre ou non. Vous pensez que les Sénégalais vivent mieux? Je ne pense pas qu'ils vivent mieux. Ce n'est pas le problème. Il y en a qui vivent mieux, c'est sûr. D'accord? Mais en moyenne, dans la moyenne, je veux dire, les chantiers, il y en a, se sont multipliés. Des occasions d'avoir des salaires se sont multipliées. Nous le savons, hein, parce que moi je dirige un bureau d'études et d'ingénierie. On m'a pris beaucoup de mes ingénieurs parce que les nouveaux projets payent plus que ce que moi je suis capable de payer. Donc j'en souffre. Mais c'est le bonheur de ceux qui partent parce qu'ils voient leur salaire doubler. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on entend tous les jours dans les médias. Les gens continuent à dire que le chômage continue à grandir. Le Sénégal est 25e pays pauvre à travers le monde. Oui, tout ça, ces débats sont posés. Oui, mais regardez la réalité. Demandez les chiffres, voyez au ministère des Finances, ils ont les chiffres, ministère du Travail, l'inspection du Travail, à tous les contrats de travail, ils reçoivent tous les nouveaux engagés, déposent un contrat au ministère du Travail, donc l'inspection du Travail a les chiffres. C'est pas suffisant, parce qu'il y a toujours eu trop de chômeurs, d'accord? Trop de gens qui sortent de l'université. Quand vous traversez l'université Cheikh Anta Diop, vous vous dites ça va être grave. Dans 4 ans, tout ce monde-là va être sur le marché du travail. Comment on va faire? Mais ça a toujours été comme ça. Et il y a beaucoup de chantiers qui prennent beaucoup de gens. Mais ça ne peut pas suffire en ce moment. Il en faut beaucoup plus. Je crois que le régime est en train d'en inventer quelques-uns. Parce que aussi, c'est des jeunes. Ils ont vécu avec ces jeunes-là, ils les connaissent, ils savent comment inventer. Par exemple, les périmètres irrigués de 100 hectares pour les jeunes. Ça, c'est une très bonne idée. L'autosuffisance alimentaire en riz, c'est une très bonne idée qui a mobilisé beaucoup de monde, mais mesurable difficilement. Combien? Pour arriver à 900 000 tonnes de riz, comment on a fait? On était à 300, 400 000 tonnes. Quand il dit maintenant, je veux avoir l'autosuffisance alimentaire en 2017, c'est-à-dire dans 2 ans,
c'est plus difficile d'y croire, de ne pas y croire. Parce qu'on a déjà fait un très grand bond en avant. Je ne suis pas pro-maquis ou anti-maquis. Je suis neutre, je suis indépendant de tout le monde et j'attends rien de personne. Mais comment faire aujourd'hui pour construire un consensus autour des questions essentielles qui concernent les Sénégalais, que ce soit pouvoir opposition? Il faut s'asseoir autour d'une table et je crains que le blocage ne vienne pas de l'opposition. Ça vient plus du régime. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi maintenant. Franchement, je ne le comprends pas, mais je suis certain, pour avoir essayé moi-même, que le blocage ne vient pas de l'opposition. Vous avez essayé de parler avec le pouvoir? Vous sentez qu'il y a un blocage à leur niveau pour qu'il n'y ait pas de discussion, c'est ça? J'ai parlé avec l'opposition qui nous a donné mandat, qui sont d'accord avec nous, eux et nous, sur la nécessité d'un dialogue. J'ai essayé de faire passer le message, ça ne passe pas. Pourquoi? Je ne sais, je ne peux pas le dire, je ne sais pas vraiment. Vous avez cherché à savoir pourquoi ça ne passe pas? Écoutez, j'ai transmis le message, on m'a dit, je vais transmettre à qui de droit. Et ça fait déjà 3 mois, j'ai rien. Donc je ne sais pas où c'est bloqué, mais c'est bloqué quelque part. Alors reprendre le bâton de pèlerin, essayer à nouveau, on va le faire. La société civile est obligée de reprendre le bâton de pèlerin pour que le gouvernement ou le régime en place ou les membres du régime en place reconnaissent que le pays a besoin de paix, le pays a besoin que les gens se parlent et les gens peuvent ne pas être d'accord. Mais c'est paradoxal que le pouvoir refuse aujourd'hui de discuter avec l'opposition au moment où les gens parlent de consensus autour de grandes questions, du terrorisme entre autres. C'est quand même inquiétant ça. C'est problème. C'est problème. Et je pense que tout le monde, le régime compris, a besoin de mobiliser la population parce que c'est pas simple de dire il faut qu'on ait un consensus national appelé au patriotisme, etc. Dans les faits, voilà, sans écouter les autres. Il faut que les autres se sentent concernés. Voilà, Magid Ndiaye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM Ma Question Directe. Vous êtes le président de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections. Nous parlions avec vous de pourquoi aujourd'hui au Sénégal on n'arrive pas à trouver un consensus sur des questions essentielles qui engagent le pays et du dialogue qui, depuis 2000, entre pouvoir et opposition, on n'arrive pas à s'asseoir pour avoir un consensus des questions essentielles. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci. Au revoir.